bonsoir. D'abord, la spectaculaire évasion ce matin de 3 détenus de la prison des Baumettes près de Marseille. Réputés dangereux, les 3 hommes ont pourtant bénéficié d'une étrange liberté de mouvement et d'une curieuse facilité pour sortir par la grande porte de la maison d'arrêt. Commentaire d'Hervé Dino. Dans le jargon pénitentiaire, on les appelait des DPS, des détenus particulièrement à surveiller. Pourtant, Daniel Combé, Christian Kessler et Umberto Décapité n'ont pas eu de difficultés majeures à sortir des Baumettes. Tout commence à 8 h. Alors qu'ils sont extraits de leur cellule pour se rendre au parloir, les 3 hommes menacent le surveillant avec une arme automatique et une grenade. Puis ils prennent en otage une infirmière et un aide-soignant. Utilisés comme bouclier humain, ces 3 personnes vont leur permettre de franchir sans encombre la porte principale de la maison d'arrêt. Aussitôt sortis de l'enceinte, ils relâchent leurs otages et s'emparent d'une voiture garée face à la prison. Ils prennent ensuite la fuite en direction des quartiers sud de Marseille. C'est dans ce secteur que la police retrouvera le véhicule 1 heure plus tard. Malgré un quadrillage systématique de cette zone, les 3 hommes n'ont toujours pas été retrouvés. Condamnés à plusieurs reprises à de longues peines d'emprisonnement pour une série de vols à main armée, les 3 évadés n'en étaient pas à leur coup d'essai en matière d'évasion. Daniel Combé a déjà à son actif une tentative et une belle réussie. Christian Kessler, lui, s'était déjà enfui de la prison de Strasbourg en 1978 et avait récidivé à 2 reprises sans succès. Sa dernière tentative en 1988 avait déjà pour cadre les Baumettes, une maison d'arrêt qui, avec cette triple évasion, est en train de se tailler une réputation de prison passoire. Retour maintenant sur les circonstances du drame de Mantes-la-Jolie qui avait provoqué la mort en garde à vue du jeune Aïssa Iich. Selon notre confrère Le Monde, le jeune homme aurait été violemment frappé par les policiers qui l'interpellaient dans la nuit du 25 au 26 mai. C'est aujourd'hui le témoignage d'un CRS accusant des policiers du commissariat de Mantes qui relance la polémique. Reportage de Pascal Son. Des policiers du commissariat de Mantes sur la Sellette, ce sont les 2 gardiens de la paix qui ont interpellé dans la nuit du 25 au 26 mai le jeune Aïssa Iich, révèle Le Monde. C'est un CRS présent au moment des faits qui accuse. Selon son témoignage, les 2 hommes se seraient acharnés à coups de manche de pioche et de matraque sur Aïssa, dont il aurait entendu le cri « Ne me frappez pas, je suis asthmatique ». Une nouvelle expertise médicale va maintenant avoir lieu pour déterminer si ces coups sont la cause de la mort du jeune homme. Les résultats seront connus dans 2 mois. C'est en tout cas la première fois que cette version des faits est rendue publique. Le 29 mai dernier, un jeune codétenu d'Aïssa racontait sur FR3 les difficultés respiratoires du jeune asthmatique pendant sa garde à vue. Il ne parlait pas de coups. Ce nouvel épisode conduit Maître Leclerc à déposer une 2e plainte pour blessure volontaire avec arme par policier en fonction. On sait aujourd'hui que les CRS accusent les fonctionnaires du commissariat de police d'avoir porté ces violences graves. Les fonctionnaires du commissariat de police disant, semble-t-il, que c'est les CRS. Voilà. Bon, nous, ça nous est égal, ce qu'il y a de certain, c'est que ça, et puis ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a peut-être un lien entre ces blessures et la mort. Les enquêteurs de la police des polices ont ces 2 versions sur leur bureau. C'est maintenant à eux de répondre à la question « Qui a frappé Aïssa Iich ?» Les élections législatives auront bien lieu avant la fin de l'année en Algérie, probablement en octobre, mais la présidentielle ne sera pas fixée avant 1992. 2 informations qui ont filtré aujourd'hui à Alger, alors que les contacts pris par le Premier ministre, M. Rosali, se poursuivent en vue de la constitution du gouvernement. Le calme est revenu aujourd'hui en Algérie. Sur place, voici la correspondance de notre envoyé spécial, Morad Aïtabouche. Alger a retrouvé aujourd'hui son vrai visage. Embouteillage à tous les carrefours, attroupement autour des grandes places, tous les quartiers se sont de nouveau animés. Même si l'état de siège est toujours en vigueur, la présence militaire est beaucoup plus discrète. La majorité des chars sont désormais à l'extérieur de la capitale, à l'abri des regards. Ce matin, la radio algérienne a annoncé que le calme régnait dans tout le pays. Abbassi Madani, le leader du FIS, a semble-t-il été entendu 5 sur 5 par ses militants. Ici, pour certains observateurs, le FIS semble être sorti vainqueur du bras de fer qui l'opposait au pouvoir. La plupart de ses revendications ont été acceptées. Report des élections législatives, organisation avant la fin de l'année des présidentielles. Enfin, aucune poursuite ne sera engagée pour les troubles commis. Le FIS, en position de force, qui a refusé dès hier soir toute collaboration avec le nouveau Premier ministre. Ahmed Ghazali, qui poursuit ses consultations entamées il y a 2 jours, qui fera partie de son équipe, des démocrates, d'autres mouvements islamistes que le FIS, des intellectuels. Impossible ce soir de le savoir. Mais pour le Premier ministre, comme pour l'Algérie, le temps presse. Les élections législatives sont prévues en octobre.
L'actualité internationale en bref, le tribunal d'exception du Koweït a condamné à mort aujourd'hui pour la première fois un homme accusé de collaboration avec les forces irakiennes pendant l'occupation de l'émirat. Nouveaux affrontements en Corée du Sud. À Séoul, des milliers de policiers ont affronté quelques 10 000 étudiants protestant contre le régime du président Roh Tae-woo. Les forces de l'ordre ont d'abord empêché les manifestants d'approcher le bâtiment de la mairie. Puis environ 10 000 étudiants lançant des engins incendiaires et des briques se sont affrontés à des milliers de policiers près de la grande porte sud de Séoul. Des nuages de gaz lacrymogène ont recouvert le centre de la cité. Enfin, des dizaines, voire des centaines de morts au Pakistan. C'est le premier bilan d'une catastrophe ferroviaire aujourd'hui dans le sud du pays. Un train de passagers a heurté de plein fouet un convoi de marchandises. La visite de Nelson Mandela à Paris, le leader de l'ANC, reçu ce soir à l'Elysée, a souligné les progrès réalisés dans son pays, l'Afrique du Sud. Mais il s'est plaint que son mouvement, donc l'ANC, n'ait pas été consulté par la communauté européenne dans sa décision de lever les sanctions contre le gouvernement de M. De Klerk. Bilan d'une visite privée, Joël François Dumont. Il y a tout juste un an, Nelson Mandela était à Paris au Trocadéro, l'invité officiel de la France, patrie des droits de l'homme. Depuis, beaucoup de choses ont évolué en Afrique du Sud. L'apartheid est en passe d'y être aboli, bien qu'on soit encore loin d'un homme une voix. Mais cette évolution est jugée satisfaisante par le vice-président de l'ANC, qui considère que des progrès majeurs ont déjà été enregistrés dans ce domaine. Mais pour Nelson Mandela, la nouvelle annulation en début de semaine par le Kremlin de son entretien avec Mikhaïl Gorbatchev, quelles que soient les raisons avancées, est ressentie comme un camouflet. De même, l'ANC n'a pas été consultée au préalable par les dirigeants de la communauté économique européenne avant de prendre une décision concernant la levée de l'embargo contre l'Afrique du Sud, contrairement, dit-il, à ce qu'a fait le président Bush. Heureusement pour lui, sa réception à l'Elysée ce soir est une confirmation diplomatique du rôle politique que Nelson Mandela est à même de jouer en Afrique du Sud et du soutien de la France aux réformes démocratiques engagées dans son pays. Le pape Jean-Paul II poursuit sa tournée en Pologne. Il est arrivé aujourd'hui à Varsovie où il a été reçu avec tous les honneurs par Lech Walesa, l'ancien héros du syndicat Solidarité. Ce mouvement, a dit le pape, est devenu un composant intellectuel et une exigence morale pour le monde contemporain. Le pape qui a également condamné aujourd'hui l'avortement. Et puis dans le même temps, vous le voyez sur ces images, la police polonaise a révélé qu'elle avait arrêté jeudi à Varsovie plusieurs personnes armées à 2 jours de l'arrivée dans la capitale du pape Jean-Paul II pendant le séjour du Saint-Père à Olsztyn dans le Nord. Mercredi dernier, la police de la ville avait annoncé qu'elle avait reçu une lettre anonyme indiquant que le pape mourrait et que la Pologne serait en deuil. La lettre était signée le chacal du KGB. Les États-Unis n'en finissent pas de fêter leurs soldats victorieux dans le Golfe. Un défilé de la victoire qualifié de mère de toutes les parades a réuni aujourd'hui près d'1 million de personnes dans les rues de Washington. Commentaire de George Bush, tout cela est bon pour l'Amérique, c'est le moins qu'on puisse dire. Commentaire de Pierre Babet. Constitution Avenue, 8000 soldats américains plus 1, Norman Schwarzkopf. Sur les trottoirs, 1 million de spectateurs plus 1, George Bush. Tous les drapeaux des nations coalisées, dont un, celui de la Syrie, présence controversée. Au total, la plus grande parade militaire américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au hit parade de l'applaudimètre, le missile antimissile Patriot, le vainqueur des Scud, au-dessus d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Et parmi les plus ovationnés des matériels, le char M1 Abrams, à la tête de tous les véhicules engagés dans la bataille des Senteurs contre l'Irak. Dans le ciel de la capitale, quelques-uns des appareils engagés dans le Golfe. Dans les tribunes, tous les acteurs de la crise, le président, le commandant en chef, Barbara Bush, James Baker, Dick Cheney, le tableau final de la guerre du Golfe en quelque sorte, avec ce soir un feu d'artifice de 14 000 fusées tirées au-dessus du Potomac et un barbecue géant de 22 000 personnes. Économie avec les malheurs du train à grande vitesse allemand. Le concurrent du TGV Atlantique, l'ICE, a accumulé en quelques jours un maximum d'ennuis, portes arrachées, motrices en panne et autres désagréments. À l'heure où le TGV représente un enjeu économique à dimension internationale, la technologie allemande se montre pour une fois plutôt récalcitrante. Commentaire de Bernard Ségara. Plus récent que le TGV, l'ICE, le joyau de la technologie allemande, vient de découvrir la loi des ennuis maximum. Plus confortable, plus spacieux, avec une capacité de 250 passagers de plus que le TGV, il vient en quelques jours d'accumuler les incidents et les retards. Problème de porte, certaines s'ouvraient sur les voies et pas sur les quais, d'autres refusaient tout simplement de s'ouvrir. Enfin, la semaine dernière, la porte d'une rame s'est ouverte à 250 km/h.
Elle a été arrachée. Heureusement, le chef de train a pu tirer l'alarme avant que les passagers soient aspirés vers l'extérieur. Problème de motrice. À 8 reprises, elles sont tombées en panne. Il a fallu débarquer les passagers. Imaginez les retards. Enfin, problème d'odeur. Les filtres des toilettes ont joué les bouchons. Sur des rames, on a dû fermer les petits coins. Maladie de jeunesse, en tout cas, ce train aura du mal à concurrencer notre TGV qui collectionne les succès commerciaux à l'étranger sans véritable rival. Mais demain, les Français risquent de retrouver les Allemands pour les prochaines générations de trains à grande vitesse vers la fin du siècle, cette fois sur le marché européen. En tout cas, pour l'instant, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Politique en France, le succès du premier colloque organisé par les refondateurs, qu'ils soient communistes ou socialistes, réunis pour 48 heures à la Villette. Ils ont peu commenté les récents entretiens entre Pierre Mauroy et Georges Marchais, jugeant à les entendre qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Reportage de Véronique Gorel et de Marie-Hélène Roqueton. Charles Fitterman peut être content. Ils sont tous venus, les communistes contestataires et les socialistes critiques, d'anciens ministres ou de simples militants. Tous ceux qui depuis quelque temps ont mal à la gauche et qui le disent. Dans la salle, on réfléchit ensemble à une nouvelle perspective de gauche. Dans les couloirs, quand on commente la rencontre au sommet Marchais-Mauroy, c'est avec ironie. C'est une manière aussi de nous inciter à faire plus et mieux encore. J'ai plutôt l'impression qu'avec cette rencontre, ils ont contribué au succès de la nôtre. Pour prendre note de ces premières rencontres, la salle est trop petite. C'est donc dans le hall que des centaines de personnes suivent les débats. Pas question pour l'heure de transformer les participants à ce colloque en militants d'un nouveau parti, même si les refondateurs prennent date. Chacun reste dans son parti, je suis socialiste, d'autres sont communistes, mais chacun veut inventer une nouvelle manière d'être en politique, loin de tout ce que nous voyons et qui est très politicien. On y va, mais on n'y va pas ni comme un aveugle ni comme un sourd. On y va parce qu'on pense qu'il y a des traditions dans ce pays, qu'on peut avoir recours à elles et non pas retour à elles, et qu'on peut construire quelque chose. Les gens le souhaitent, c'est évident. Premier test pour les refondateurs, leur appel a été entendu. Reste maintenant à transformer un courant de sympathie en stratégie politique. Voici maintenant le tour de France de l'actualité en bref, avec le concours des stations régionales de l'A3 et le commentaire ce soir de Pascal Justice. Un attentat à la bombe a partiellement détruit une agence immobilière du centre-ville de Biarritz cette nuit à 1 h du matin. L'action n'a pas été revendiquée mais pourrait être imputée à l'organisation séparatiste basque dissoute Ibarret Tarak qui dénonce la spéculation immobilière sur le littoral. Ils sont perchés sur le toit de cet immeuble toulousain depuis hier matin pour protester contre la présence d'une enseigne lumineuse. Les écologistes assurent que le panneau, long de 24 mètres et haut de 3, était trop envahissant et n'avait pas les autorisations municipales nécessaires. Le maire, Dominique Baudis, a porté plainte contre la société installatrice. Le Conseil d'État tranchera, mais le panneau, lui, est déjà en morceaux. Autre occupation, celle-là à la mairie de Saint-Laurent-les-Arbres dans le Gard, où une dizaine de fils de harkis réclament depuis hier la reconnaissance des droits des harkis. Les manifestants s'estiment victimes de problèmes racistes et financiers. Ils devraient être reçus lundi prochain à la préfecture du Gard. L'enquête du meurtre de Laurence, 14 ans, qui a été tuée il y a un mois près de Metz alors qu'elle rentrait chez elle à vélomoteur se poursuit. Les parents de l'enfant ont été entendus hier pendant 4 heures par le juge d'instruction et leur domicile a ensuite été perquisitionné par les gendarmes. Perquisition faite à la demande du père qui voulait faire taire les ragots et lever les doutes qui pesaient sur le couple. L'organisation séparatiste basque Ibarret Tarak vient de revendiquer l'attentat contre l'agence immobilière de Biarritz à laquelle faisait allusion à l'instant Pascal Justice. Les sports maintenant, et d'abord la victoire de Monica Seles cet après-midi en finale du simple dame à Roland-Garros. La jeune Yougoslave âgée d'un peu plus de 17 ans signe sa 2e victoire consécutive dans le tournoi. Œil admiratif de Jean-Philippe Guillard. À 17 ans, Monica Seles remporte son 2e tournoi de Roland-Garros. Elle succède ainsi à Chris Evercloyd et Steffi Graf, seule championne des années 80 à avoir gagné en France 2 fois de suite. Mais Arantxa Sanchez n'a pas démérité. L'Espagnole est rentrée la première dans la rencontre. Une combativité phénoménale et un jeu de jambes exceptionnel lui permettent de prendre d'entrée le service de Seles.
L'Espagnol mène 2-0, mais Céleste, imperturbable, assène ses coups à deux mains et varie la longueur de ses balles pour emporter 6-3 la première manche. Dans le second set, Sanchez va encore mener 4-1, mais Céleste revient au score et mène 5-4. Dans le dernier jeu, les points sont plus extraordinaires les uns que les autres. Sanchez aura 4 balles de 5 partout, Céleste 4 balles de match. Tout le central retient son souffle. Si l'Espagnol revient à 5 jeux partout, tout est encore possible. Mais Mónica Seles va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour conclure en 2 manches gagnantes, 6-3, 6-4, en moins d'1h30 de jeu. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais, mais c'est vrai que mes mains ont failli trembler au moment crucial. La petite Yougoslave peut encore rêver à un grand chelem. Elle a gagné en Australie et en France. Il lui reste encore Wimbledon et les États-Unis. Et vous ne connaissez peut-être pas le nom du grand vainqueur de cette édition 91 des Internationaux de France, Nick Bollettieri, entraîneur de tennis. Il a déjà triomphé cet après-midi avec Céleste. Il est sûr de gagner demain dans la finale homme. Agassi et Korir sont tous les deux ses anciens élèves, même si le premier a parfois été préféré au second dans le cœur du coach Didier Balèze. Il existe à Bradenton, en Floride, un coin de paradis pour joueurs de tennis. Tous les parents du monde rêvent de faire entrer leur progéniture dans l'académie d'un déceleur de talent hors pair. Son nom, Nick Bollettieri. Il a été le coach de Gottfried, Kriegstein, Korir, Capriati, Seles et s'occupe aujourd'hui d'André Agassi, à temps plein. 3 des 4 finalistes du tournoi de Roland-Garros 91 sont passés entre ses mains. De quoi être satisfait. On ne peut qu'être content des résultats obtenus par la méthode. Chez les jeunes, on recherche avant tout un caractère, des aptitudes et la volonté de transpercer la balle. Toute la différence dans les matchs de haut niveau se situe parfois sur 1 ou 2 points capitaux. Pour être numéro 1, il faut gagner ces points-là. André Agassi progresse d'année en année. Pour la finale, face à Korir, les deux hommes se connaissent bien. Ils ont grandi ensemble, mais mon cœur penchera en faveur d'André Agassi. André Agassi rêve toujours d'enlever son premier titre du Grand Chelem. Il a progressé depuis sa finale 90 grâce à un jeu plus complet et une raquette plus performante. Mais sous l'œil du maître, face à un cogneur comme Jim Courier, tout reste possible, l'un connaissant les faiblesses de l'autre et vice-versa. Certes, André Agassi partira favori, mais quel que soit le résultat, Bollettieri, formidable pédagogue du tennis, sera heureux. Il va ouvrir un centre à Paris et possède déjà dans ses classes plusieurs jeunes prodiges, dont Tommy Haas et une Yougoslave de 13 ans, Eva Majoli, de quoi devenir le coach de l'an 2000. J'ajoute en rugby la victoire de Narbonne sur Bègles 13-12 cet après-midi en finale du challenge Yves du Manoir. Nous allons maintenant terminer ce journal en musique et rejoindre Jean-Baptiste Prédali en direct à Vincennes où a débuté le concert organisé par l'association SOS Racisme. Il y en a pour tous les goûts. Oui Eric, un seul slogan pour cette 7e fête des potes ici à Vincennes, de la musique avant toute chose et puis toute la nuit. Alors il y aura près de 20 groupes au total, des sons venus d'Afrique comme Maury Kanté, du jazz avec Didi Bridgewater, du rap, du rock avec les 2 stars de la soirée, Joe Cocker et bien sûr et surtout Johnny Hallyday. Alors cette fête se déroule sur fond de musique mais aussi sur fond de questions pour SOS Racisme, ébranlé par des divisions lors de la guerre du Golfe et un petit peu désemparé face aux explosions répétées des banlieues. Tout à l'heure, Harlem Désir fera un discours pour mettre un petit peu les choses au point. Mais avant les mots, la musique, pour l'instant le hip-hop et le rap ont envahi la scène. Alors je vous propose d'écouter un petit peu. Apparemment, ça n'a pas tout à fait commencé. Nous reviendrons dans Soir 3 à 22h30. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Donc tout à l'heure, Soir 3, 22h30. Très bon début de soirée.